On va parler des boutiques garage et de l'hypersexualisation de leurs cibles dans leur contenu publicitaire parce que j'ai été taguée en dessous d'une vidéo de Claudie Mercier, meilleur prénom, by the way, là, où elle manifeste son désarroi, j'ai envie de dire, face aux approches communicationnelles des boutiques garage. Moi, c'est sûr que je suis comme, est-ce que je suis une femme de 30 ans qui est rendue prude et qui se dit, oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens de montrer ce genre de publicité-là aux jeunes? Ou je pense à moi quand j'étais jeune qui écoutait Tila Tequila. Je trouvais que c'était une question intéressante qu'on me demande mon avis sur cette approche communicationnelle-là. Et je suis désolée de vous dire qu'on va nager en zone grise tout le maudit long. Mais je trouvais ça quand même intéressant de revoir certains éléments qui peuvent nous expliquer pourquoi nous, au Québec, on a autant de misère avec le shift garage. Et ça commence inévitablement par un petit historique. Parce que la première boutique garage, elle est née à la place Versailles en 1975. Non, je vous mettrai pas le jingle que vous devez déjà avoir en tête de toute façon. En 1984, c'est le groupe Dynamite qui vient se former, donc l'union des boutiques Dynamite et des boutiques garage. À ce moment-là, c'est très, très clair que Dynamite s'adresse à des jeunes femmes professionnelles et que Garage cible davantage les adolescentes. En 2007, la boutique Garage vient s'ouvrir sur le marché états-unien et international. Et si on voyage 6 ans plus tard, donc en 2013, Garage a 33 boutiques aux États-Unis et prévoit en ouvrir 6 autres à l'international. À ce moment-là, Garage cible encore explicitement les adolescentes. En 2021, on a la première controverse virale au sujet de leur infolettre qu'ils avaient envoyée, intitulée Send Nudes, donc envoie des nudes. Qui fait référence aux activités de sextage que les jeunes adultes à l'ère des médias sociaux numériques adoptent. Une pratique hautement risquée quand même, faut le souligner, sauf que cette campagne-là mettait en visibilité des mannequins dans des positions un peu plus suggestives. Et évidemment, c'était une infolette qui faisait un peu passer le fait d'envoyer des notes pour quelque chose de cool. Hautement discutable comme approche. Il y a eu plusieurs critiques du grand public puis de certaines organisations spécialisées dans la sextorsion, entre autres. Puis c'est intéressant d'aller voir la réponse que Garage a donnée à ce moment-là. Je vous rappelle qu'on est en 2021, on est pendant la pandémie, et Garage répond ceci: bien que nous reconnaissons que les adolescentes magasinent chez Garage, nous avons changé notre clientèle cible pour les jeunes femmes. Nous sommes 18 ans et plus, avons évolué pour devenir une marque qui privilégie la confiance, le courage et l'émancipation des jeunes femmes. Nous sommes fidèles à notre nouvelle identité de marque, mais sommes toujours à l'écoute de vos commentaires. À ce moment-là, selon la source, d'ailleurs toutes mes sources sont dans la description, la page Facebook de Garage fait encore état des cibles adolescentes. On voyage en 2025, on se trimballe encore ces enjeux-là de critique sur le sujet de l'hypersexualisation des campagnes publicitaires de Garage, d'ailleurs, qui a en 2025, justement, à l'automne dernier, une pétition sur change.org qui a popé et qui porte le titre de Protect Teens from Sexualized Advertising, Hold Garage Accountable. Là, ce qui est important de comprendre, c'est que les critiques émergent principalement des marchés québécois et canadiens anglais, pour la simple et bonne raison que le choc culturel entre le vieux garage et le nouveau garage, ben c'est nous autres qui y goûtent, parce que nous, on a vu ce qu'était garage dans l'année 80-90, début 2000, et on voit ce que c'est aujourd'hui, et ça saute aux yeux que c'est pas du tout la même chose, c'est pas les mêmes codes visuels, c'est un peu plus choquant que ce qu'on était habitué de voir de cette marque-là. Ceci dit, dans cette historique-là, il y a une date vraiment intéressante à retenir, et c'est juillet 2017. Vous remarquez que juillet 2017, c'est un peu avant la première controverse. En juillet 2017, il y a une nouvelle vice-présidente qui fait son entrée chez Groupe Dynamite. Elle s'appelle Stacy Beaver. Et Stacy Beaver, ce n'est pas anodin comme choix, dans le sens où c'est une femme qui a travaillé pendant 16 ans et 5 mois chez la très célèbre, pour les pas bonnes raisons, compagnie Abercrombie Fitch, où elle était vice-présidente de Women's Merchandising, c'est pas un mot que j'aime bien dire en anglais, à la fin de son mandat de 16 ans chez Abercrombie Fitch. Une marque qui est connue là, pour ses controverses de la même nature, l'hypersexualisation de ses modèles, l'ambiguïté des cibles, est-ce que c'est des ados, c'est-tu des adultes, mais c'est aussi une marque qui est indélébilement associée à son ancien CEO. Michael Jeffries, c'est quelqu'un qui a été l'objet d'une enquête du FBI pour trafic humain en ligne avec ses activités chez Abercrombie Fitch et son traitement des mannequins qui l'embauchait. Il a quitté Abercrombie en 2014. C'est des marques, ça, Abercrombie Fitch, on pense à Hollister, par exemple, on peut penser à American Apparel, c'est des marques qui ont beaucoup misé sur les espèces de scandales ou faire jaser avec des publicités très sexuellement suggestives. Et le fait que les cibles soient floues entre jeunes adultes et adolescents, c'est là que le nœud du problème se trouve. Sauf que, chose certaine, le timing de l'embauche de Stacy Beaver n'est pas un hasard.
Et ce timing-là, il semble de toute évidence concorder avec un virage d'esthétique, de l'espèce d'esthétique mode dance floor fashion hip girl à athleisure puis athléchic qu'ils appellent. Et ça concorde aussi avec définitivement le changement de cible de garage qui était de toute évidence prédéterminé avant d'embaucher Stacy Beaver. Parce qu'on va pas chercher quelqu'un qui travaille chez Abercrombie Fitch sans avoir en tête d'embaucher quelqu'un qui a déjà fait ses preuves auprès de ces cibles-là. Ce qui nous amène au flou artistique autour des cibles, en fait. Parce que si avant 2017-2019, dans ce coin-là, ils ciblaient les adolescents de 14-18, maintenant, c'est pas indiqué sur leur site clairement les cibles, mais selon les sources, on va trouver du 18-24 ou 18-30. Puis là, je vous cite un passage d'une entrevue avec un haut dirigeant de garage qui explique que initialement, la muse de la marque avait 16 ans, puis son âge est passé à 21 ans et plus récemment à 24 ans. Cette évolution a permis d'élargir le marché cible et d'adopter un positionnement plus sexy et audacieux. Une citation qui a été publiée en 2025, donc au cœur de la plus récente polémique. Chose certaine, cette transition-là, elle a été faite de manière très graduelle, elle n'a pas été faite de manière particulièrement claire et il est évident que la marque Garage bénéficie de ce flou artistique-là autour des cibles, dans le sens où quand on cible les jeunes femmes adultes ou n'importe quel jeune adulte, on va aussi rejoindre les adolescents. Parce que les ados, ça ne regarde pas son inspiration auprès des enfants de 8 ans, ça regarde les personnes plus vieilles, ça cherche son identité, ça cherche à qui ça veut ressembler, ça explore sa sexualité, ça cherche son style et son identité et ça s'inspire de personnes toujours plus vieilles qu'elle. C'est de tout temps ce qui s'est passé et c'est de tout temps ce qui va continuer de se passer parce que c'est ça, être un ado. Fait que déplacer sa cible explicitement en disant « Oui, mon cible 18 ans et plus », il y a quelque chose de « OK, on vous le concède, c'est correct, vous avez le droit de faire ça », mais ça reste que c'est très déresponsabilisant autour des messages qu'on envoie. Ce qui m'amène à quelles sont les conséquences en fait de l'hypersexualisation. Et là, je pourrais faire une vidéo au complet juste là-dessus et je n'aurai pas le temps de le faire, donc on résume là, c'est documenté que l'hypersexualisation des jeunes filles dans les médias, ça peut causer des enjeux de santé mentale, de dépression, d'anxiété, des désordres alimentaires, évidemment, des enjeux d'estime de soi, ça cause des problèmes relationnels, ça cause des problèmes sexuels. Il y a plein d'enjeux. Et à ce propos, je vais vous inviter à lire, si ça vous intéresse, un article de Cotet et Louvet qui est dans mes sources en bas, qui s'intitule The Dangers of Hypersexualization of Young Girls, a Stolen Childhood, qui est vraiment une mine d'or d'informations sur cette question-là. Ce qui m'amène à la dernière question, parce que c'est un choix d'hypersexualiser sa crowd et ses cibles. Même si je peux pas dire que c'est très très clair que les mannequins dans les campagnes sont un petit peu plus vieilles qu'elles étaient en 2021. Je trouve que c'est quand même relativement évident. C'est juste qu'ils jouent avec une ligne, ils jouent avec une zone grise, puis il n'y aura pas de bonne réponse à ça. Ceci étant dit, c'est quand même intéressant de vous répondre sur le plan marketing. Est-ce que ça vend vraiment ce genre d'approche-là? Parce qu'il y a tellement d'études marketing, et même en psychologie, qui ont posé la question millénaire « Does sex sells? » Et je vais faire un court résumé du consensus de toutes ces recherches-là. Est-ce que ça marche pour attirer l'attention, l'hypersexualisation? Oui. Est-ce que ça favorise la mémorisation de la publicité? Oui. Est-ce que ça favorise la mémorisation de la marque? Non. Est-ce que ça suscite l'engagement sur les médias sociaux? Oui. Est-ce que ça vend directement, par contre? Non. Est-ce que ça vend plus que des publicités non sexuelles? Non plus. Est-ce que ça nuit aux ventes? Oui, parfois. Fait qu'il n'y a rien de nécessaire dans l'hypersexualisation, c'est vraiment un choix marketing, un choix d'image de marque. Fait que si c'est considéré comme problématique, l'hypersexualisation, ça reste que là, on parle du cas d'une seule compagnie qui, somme toute, vient s'inscrire dans un écosystème qui est dans l'ensemble problématique à ce niveau-là. Ce qui est important, finalement, de comprendre pour chacun, c'est si vous êtes parent d'une jeune adolescente, évidemment, il faut avoir des conversations, mais rappelez-vous qu'on vote avec notre argent et qu'il est tout à fait à votre honneur et que vous avez parfaitement le choix de boycotter Garage si jamais vous n'êtes pas d'accord avec leur pratique. Pour finir, j'ai vraiment envie de terminer sur une note personnelle qui a été la raison pour laquelle je me suis cassé le cul sur cette capsule-là pendant plusieurs semaines avant de la publier. On ne serait pas là à avoir cette discussion-là si on n'avait pas culturellement et collectivement un si grave problème à gérer, comprendre et accepter la sexualité féminine. Parce que c'est normal pour des jeunes femmes de vouloir découvrir cet aspect-là de leur identité. Et si on n'était pas dans une société qui fait de cette sexualité-là une arme contre ces femmes-là,
on aurait tout le libre arbitre nécessaire pour choisir du linge un peu moulant, puis ça ferait pas scandale. C'est tout bien.